Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Au moment où j'enregistre cette vidéo, vous êtes 20 000 à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Quel hasard que cela arrive la semaine où je reviens sur un sujet qu'on m'avait longtemps demandé, terminer mon retour sur la saga Resident Evil. Resident Evil. J'avais en effet laissé de côté les deux films d'animation Resident Evil, non pas par dédain ou par mépris pour l'animation comme beaucoup l'ont cru, mais simplement parce que je revenais sur la saga de Paul W. Anderson. Pourtant, en 2008, Capcom a bien sorti son adaptation d'elle-même par elle-même. Baptisée Resident Evil Degeneration, les événements du film prennent place à l'issue de l'histoire de Resident Evil 4. En 2012 sortira sa suite, Resident Evil Damnation, qui servira en gros d'introduction à l'histoire de Resident Evil 6. On entre donc dans le territoire des jeux que je ne connais pas, et je découvre ces films pour ce qu'ils sont. Et c'est tout le problème, paradoxalement avantage, de ces films. Écrits pour des fans, donc ultra fidèles, contrairement à la saga d'Anderson, mais du coup totalement hermétiques à une nouvelle audience qui ne connaîtrait pas l'histoire de Resident Evil. Mais ce n'est pas le seul problème de ces deux films. Réalisé par Makoto Kimiya, Resident Evil Degeneration commence un an après Resident Evil 4. Umbrella a sombré, mais d'autres multinationales sont après ses profits. Une d'elles en particulier, Will Pharma, que le groupe de militants TerraSave tente d'abattre. Claire Redfield, héroïne de Resident Evil 2 et de Resident Evil Code Veronica, fait justement partie de TerraSave et tombe par hasard à l'aéroport d'Harvardville sur le sénateur qui milite le plus pour l'octroi de plus grands pouvoirs à Will Pharma. Et comme par hasard, au moment où un avion affesté de zombies s'écrase dans le hall principal, la coinçant dans le bâtiment. Alertée, la Maison Blanche envoie logiquement Léon Kennedy sur les lieux pour régler le problème, d'autant que le sénateur est bloqué lui aussi dans l'aéroport. Il y fait la rencontre de Greg et surtout d'Angela Miller, dont le frère, Curtis Miller, n'est autre qu'un terroriste décidé à faire payer Umbrella pour la mort de sa famille. Qu'est-ce que c'est mal écrit. Tout est mal écrit dans ce film. Le scénario le premier, bien sûr. Que Claire soit là spécifiquement le jour où le sénateur y est aussi, et où l'avion se crache, que Angela se trouve dans l'équipe d'intervention qui doit interpeller son propre frère. Tout cela est beaucoup trop téléphoné, mais le pire, ce n'est pas ce qu'on voit venir, c'est ce qu'on n'imaginait même pas tellement c'est mauvais, comme lorsque le mec de Will Pharma emmène Claire dans son bâtiment sans aucune raison, et lui révèle des choses très très secrètes juste avant que tout pète. Il y a bien que elle qui ne s'imagine pas qu'il est un salaud en train de la piéger. On passera également sur la très mauvaise qualité de la 3D, aliasée de partout au point qu'on en a encore plus l'impression d'être devant un jeu vidéo, et les décors étonnamment pauvres. Et ne venez pas me parler de films à petit budget. Final Fantasy Advent Children, sorti dans les mêmes conditions 3 ans plus tôt, était déjà d'un niveau bien supérieur. Et ne... Ah! Et en même temps, le film n'a jamais promis mieux. Ce n'est bien qu'un film d'animation cheap, sorti en direct ou DVD, et réalisé par des équipes habituées aux jeux vidéo. Ce n'est pas un commentaire désobligeant vis-à-vis du jeu vidéo, mais par définition, c'est un médium qui ne peut être subtil puisque le but de chaque dialogue ou scénette n'est que d'aider le joueur à avancer. À quelques rares exceptions près, bien sûr, je parle de manière générale. De fait, le film se retrouve avec tous les défauts d'un jeu vidéo. Très évident, très direct, aucune subtilité, scénario bourré de clichés de personnages en carton, aussi bien dans leur personnalité que visuellement. On va cela dit noter le positif, qui reste indéniablement le retour de l'univers des jeux. Les zombies, les mutations du virus G, mais surtout les deux personnages avec lesquels la plupart ont été introduits à Resident Evil, Claire Redfield et Leon S. Kennedy. Mais clairement, c'est du bas niveau en termes de cinéma, et tout juste honnête au niveau divertissement. En fait, les fans vont adorer, tout comme ils ont souvent préféré Resident Evil Apocalypse dans la saga d'Anderson, uniquement pour tout le fanservice qui est effectué, sans jamais se poser une seule seconde la question de la vraie qualité du film. L'hypocrisie ira jusqu'au fait que personne ne critiquera le fait qu'on ne retrouve absolument aucune sensation du jeu, là où même le premier Resident Evil de Paul Anderson offrait un meilleur travail à ce niveau, tout juste 5 minutes dans des couloirs. À ce propos, je suis un peu perplexe face au fait que le film avait un contexte qui aurait permis justement de développer une histoire pleine de tension, en racontant les parcours des survivants dans un aéroport infesté de zombies, mais préfère se tenir dans les labos de Will Pharma avec un déluge d'action et une fin à rallonge. 4 ans plus tard, cependant, Capcom et Makoto Kamiya remettent ça avec Resident Evil Damnation, pour un résultat étonnamment bien meilleur. Léon est envoyé dans un pays d'ex-URSS, la République slave de l'Est, dans lequel pro-indépendantistes et gouvernement s'affrontent à coups d'armes biochimiques. Tiens, on m'avait pas dit que Resident Evil était devenu Metal Gear Solid. Abandonné par son pays à son arrivée, il se fait attaquer puis capturer par un petit groupe de rebelles. Il va alors se lier d'amitié avec eux, mis face aux preuves que le gouvernement pourrait bien être mal intentionné. Un gouvernement présidé par Svetlana Belikova, qui va passer le film à jouer au chat et à la souris avec la fameuse Ada Wong, figure emblématique de la saga, triple agent double, tueuse d'exception,
et dans une relation assez tumultueuse avec Leon. La présidente va se révéler avoir des plans bien plus sombres et finalement être la plus importante à arrêter. Là où le film est infiniment supérieur au premier, c'est qu'il parvient parfaitement à rendre ses personnages attachants. Les deux frères résistants ont une vraie personnalité, joviale et pro-américaine avec une grande importance de la famille pour JD, déterminée, forte et œuvrant pour le bien de son pays pour Buddy. On a même droit à des scènes authentiquement difficiles et fortes, très bien amenées et gérées. La présidente a un vrai plan et un background intéressant, et un visage multiple. Leon lui-même et Ada ne sont pas vraiment développés, mais je suppose que ce travail est donné au jeu plus qu'au film. Il vous semblera peut-être un peu bizarrement filmé. De très nombreux plans sont en vue subjective pendant une assez longue durée, et certains éléments drôlement cadrés. J'ai enfin réalisé pourquoi avec ce plan. Ce qui a été confirmé par une rapide visite sur internet et un détour par le making-of, le film a été réalisé en 3D stéréoscopique. Je n'ai malheureusement pas eu le plaisir de le visionner sous ce format, mais il est fort probable que ce soit de très bonne qualité. Si cela reste visiblement en image de synthèse, certaines mettent vraiment un doute quant à leur nature. Ces graphismes permettent de découvrir l'apparence authentique des monstres, et les Lickers apparaissent ici plus que jamais comme des créatures écœurantes dont les muscles apparents, voire à vif, ont ici une texture et une vie, ou plutôt une mort, qui met vraiment mal à l'aise. La mise en scène est excellente et offre des moments de pure tension. La séquence où Leon explore les sous-sols est à la fois flippante et rappelle des expériences de jeu vécues par les spectateurs. Les situations sont très bien trouvées, comme lorsque le héros tente d'ouvrir une porte, une armée de plagas derrière eux. Les décors correspondent au cahier des charges de Resident Evil 4, sont détaillés et fouillés, mais les plus impressionnants restent les extérieurs. Des bâtiments d'une architecture très inspirée et proche du style des ex-pays de l'Est, fourmillant de détails et réalistes, qui offrent des images extrêmement belles. Enfin, les monstres les plus emblématiques de la saga sont là, avec les Lickers, mais aussi les tyrans. Ils nous offrent ainsi une chose assez sympathique à regarder, un combat entre créatures. Rapidité, violence, bestialité sont au rendez-vous pour des scènes ingénieuses et prenantes. Un bilan foncièrement positif, mais pour rester fidèle à ma réputation de râleur, que dire de mal sur ce film pour lequel je suis plutôt laudatif jusqu'ici. Premier choix surprenant, le fait que Leon sorte des Wineliners dans la lignée d'autres héros de films d'action, mais qui tombe un peu à plat puisque Léon est tout seul. L'écriture a quelques moments de faiblesse, comme lorsque la présidente nous refait l'exposition de l'histoire récente du pays, alors qu'on a eu un très bon résumé un quart d'heure plus tôt, ou bien avec la façon dont Leon est abandonné sur place sans soutien du gouvernement à peine débarqué. Damnation est de très bon niveau, toute proportion gardée. N'oublions pas que Dead Generation était le premier film de Makoto Kamiya, et ces erreurs sont pardonnables quand on voit l'évolution en un seul film. Cela dit, au passage, l'hypocrisie ira jusqu'au fait que personne ne dira du mal des capacités physiques manifestement surhumaines de Leon Kennedy, alors qu'ils se feront un plaisir de tomber à bras raccourcis sur la Alice des films live action. Et puis est arrivé Resident Evil Retribution. Et la déception est encore plus grande que l'ouverture du film est excellente. Le générique reprend là où le dernier film s'était arrêté, musique sublime dans le prolongement du thème du combat désespéré d'Afterlife, ralenti et surtout marche arrière, le tout avec des images de combat sublimes et une excellente 3D. Puis... My name is Alice. Un petit faux pas avec le traditionnel récapitulatif d'Alice, qui prend des airs de résumé d'épisodes précédents de série télé tant il est long, et surtout n'a pas de sens. Dans le deuxième, Alice parlait à la caméra de la journaliste. Dans le troisième et le quatrième, elle tenait un journal de sa survie. Ici, elle parle totalement artificiellement à la caméra, et résume absolument tout alors que foncièrement, on n'en aura rien à foutre, tout ce qui est repris étant si détaché de la première fois qu'on l'a vu, que le rappeler n'a aucun intérêt. Puis commence une séquence où Alice est désormais une femme au foyer américaine. Bien qu'entièrement repompée sur l'ouverture du remake de Dawn of the Dead, l'armée des morts de Zack Snyder, elle est d'excellente qualité et retransmet une tension qui a rarement été approchée dans la saga. Des gens normaux face à un danger extrême et une Alice véritablement en danger et au jeu totalement crédible. Puis le film se lance vraiment avec une scène de torture mentale rondement menée. Par exemple, pour montrer que Alice perd toute notion du temps, le film va se servir de jump cuts. Bref, l'espoir montait. Et puis Wesker pirate l'ordinateur central. Jusque-là, ok. Attendez, non, même pas ok. Wesker, c'est même pas un gentil, ça n'en a jamais été un. Bon, enfin, vous me comprenez. Jusque-là, ok. Cela coupe l'alimentation dans tout le centre.
Jusque-là, ok. Ça éteint Jill Valentine. Pas sûr, mais on va dire ok. Ça ouvre un rangement intégré à la cellule qui contient une tenue de combat complète et à la taille d'Alice. On commence déjà à partir un peu en couille. Et à compter de là, le film va consister en deux choses. Repomper tous les éléments de la saga et d'autres films, et faire des ralentis. Rien qu'en sortant de la cellule, on nous resserre les lasers dans le couloir, la scène d'intro de Afterlife ralentie et musique inclus, et on nous targue d'un combat au ralenti. Et là où les ralentis d'Afterlife étaient impressionnants et apportaient du poids et de la force aux scènes, ici ça ralentit l'action et c'est chiant. Surtout quand on en a déjà vu les plans avant. Pour ne rien améliorer à cette ressucée du quatrième film, la base même de ce scénario est débile. Alice doit s'échapper du plus important centre de recherche d'Umbrella, un bâtiment dans lequel ont été reconstitués divers environnements servant à abriter les tests effectués sur le virus T, à l'époque où la compagnie essayait de le vendre. Or, le monde est un peu dans la merde, alors quelle est l'utilité de continuer à lancer des simulations avec des zombies classiques? D'ailleurs, on peut aussi se demander pourquoi il importe à Umbrella de savoir pour qui Alice les a trahis. Project Alice. Who do you work for? Je crois qu'un peu d'eau a coulé sous les ponts depuis le premier film. Mais surtout, qui demande à la Reine Rouge de continuer ses simulations? Agit-elle seule ou reçoit-elle des ordres? D'autant que dans le troisième film, la Reine Rouge semblait fonctionner de façon indépendante d'un bâtiment à l'autre, alors qu'ici on essaie de nous faire comprendre qu'elle est exactement la même que dans le Hive. Pourquoi l'avoir fait rejouer par une actrice réelle? On peut pas me dire que ce modèle 3D était difficile à reproduire. You're all going to die down here. On dirait Ridley Scott avec Prometheus. Tu sais pourquoi ça a marché dans le premier film et pas dans celui-ci, Paul W.S. Anderson? Parce que dans le premier film, c'était un avertissement. C'était une réplique qui avait un fond de vérité, qui instaurait du coup une sorte de tension. Alors qu'ici, c'est une remarque pour faire classe, absolument débile, qui n'a aucun sens et aucun impact. Va te faire foutre, Paul. Enfin, pas exactement. Comme toujours, je dois essayer d'être honnête. Paul Anderson a une idée avec ce film, assez clairement visible quand on y porte attention. Il essaye en fait d'adapter les codes d'un jeu vidéo à un film. Ce n'est pas pour rien que les clones ont une importance toute particulière dans ce film, et que le réveil d'Alice est encore plus important que dans les autres, où il ne servait qu'à marquer le début du film et de l'acte 3. En vérité, ces réveils d'Alice sont le symbole du début d'une nouvelle partie. La séquence en banlieue en est la parfaite illustration, puisqu'on sait que cette simulation va être relancée un nombre incalculable de fois. Pendant un instant, Alice vit une autre tranche de vie. Elle incarne un nouveau personnage dans un monde peuplé par de visages familiers, équivalent des avatars ou des personnages que l'on peut renommer. Le fait de revoir exactement le même personnage dans d'autres rôles augmente cette idée de l'avatar, du sprite de personnage réutilisé plusieurs fois dans le jeu, comme un modèle d'être humain générique masculin ou féminin numéro 2. De plus, l'histoire est physiquement découpée en plusieurs niveaux. Mais je parle bien de niveaux. Le niveau Tokyo, le niveau banlieue, le niveau Moscou. Avec des putains de zombies bolcheviques. Il explore aussi de façon assez frontale l'idée d'avoir plusieurs vies dans un jeu vidéo, avec la chaîne de fabrication des clones et le fait qu'Alice retraverse à nouveau le décor où son clone est mort en début de film. They're using clones of me. Of course. You were one of the 50 basic models. Of course! Comme un joueur, elle arrive dans cet environnement et devient un nouveau personnage, la mère de Becky. Tout comme un joueur devient son personnage et s'attache aux choses qui lui sont proches. L'enfant de son personnage devient son enfant. Ses capacités deviennent les siennes. Une minute! Est-ce que Alice a toujours su signer ou est-ce qu'elle a hérité ça de son clone? Depuis quand c'est possible? Et voilà, c'est tout le problème, c'est que toutes ces bonnes idées sont systématiquement gâchées. Le fait que ce soit ces clones précis qui les prennent en chasse fait un peu trop hasardeux pour être honnête. Première question entre toutes, pourquoi ces gens-là sont-ils clonés? Est-ce que tous les employés d'Umbrella sont clonés? Si les clones sont les employés d'Umbrella, d'où ont-ils pris l'ADN de Becky? Ça aurait encore pu avoir du sens si elle avait été aussi jouée par la Reine Rouge, mais Becky est jouée par Ariana Engineer et la Reine Rouge par Megan Charpentier. Si les questionnements d'Alice envers ce clone auraient pu être intéressants, ils sont gâchés par le fait qu'elle ne se pose aucune question. À partir du moment où elle la voit, son utérus prend le contrôle et ça devient sa fille. Il reste qui plus est délicat d'adapter les codes du jeu vidéo, puisque comme je l'ai dit avec Degeneration, le jeu vidéo est frontal et lourdeau les 3/4 du temps. Et donc adapter ça au cinéma enlève forcément toute subtilité. Et à la limite, très bien qu'on fasse un film bourrin et sans subtilité. Mais quand on nous propose en plus de nous demander si nous sommes définis par nos souvenirs ou par nos choix, on nous demande pas de débrancher le cerveau, on veut nous faire réfléchir. Là où la Alice d'Afterlife, quoi qu'on en dise, disposait de capacités de haut niveau mais largement humaines, ici il est plutôt clair de voir le choix de Paul W.S. Anderson. Alice est un putain de perso cheaté. Concernant Leon, je n'ai pas grand chose à en dire, mes souvenirs du personnage datent de Resident Evil 2,
et il n'avait absolument rien du bad boy qu'il est devenu depuis son retour dans le 4e jeu. Beaucoup se sont plaints du manque de dimension du personnage, peu fidèle à son original, mais franchement, si je le mets à côté du Léon moderne que j'ai pu apercevoir dans les films d'animation, j'ai beaucoup de mal à voir où se situerait la différence. Sur Ada Wong, en revanche, je me suis tapé un flot d'insultes dans mon ô combien fameux vlog sur le film, quand je m'étais plaint qu'il soit totalement grotesque et incohérent qu'elle soit vêtue d'une putain de robe fendue rouge en pleine intervention militaire. On m'a rétorqué que c'était parce que c'était ce qu'elle portait dans le jeu. Comme dans cette photo. Ou comme dans, je ne sais pas moi, Resident Evil Damnation. I have been sent here by the BSAA. My name is Ada Wong. On peut encore trouver quelques reprises de 2012, d'Alien ou même du jeu vidéo Mortal Kombat. Le rôle de Barry, personnage mythique de la saga, ici totalement dépourvu d'intérêt, au point que si on ne disait pas son nom juste avant qu'il ne meure, on n'aurait même pas réalisé que c'était lui. Mais on ne peut nier que les images du film sont absolument sublimes et que le combat de fin est extrêmement bien chorégraphié, monté et mis en musique. Reste que cela ne fait qu'une demi-heure de bon film et 1 heure du reste. Bref, Resident Evil Retribution est une grosse merde et un énorme gâchis. Cela ne retire rien, cela dit, à la qualité des précédents films que je continuerai à défendre bec et ongle contre vos attaques, car là où les films Resident Evil sont concernés, je reste convaincu que j'ai raison et que vous avez tort. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao! Quel hasard que nous atteignions ce chiffre justement la semaine où je reviens sur quelque chose sur lequel vous m'avez beaucoup demandé de revenir. Ma saga... Ah non,